Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Deuxième petit. C'était un bis. Ravie de vous accueillir aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette proposition du coup d'échanger avec nous sur l'art témoin du vivant, alerter, questionner, émerveiller. Je suis Caroline de Chanterac et je dirige les programmes destinés au secteur culturel d'une entreprise qui s'appelle Spark News. Et chez Spark News, nous, notre raison d'être, notre ambition, c'est de raconter les enjeux sociaux et environnementaux de façon un peu différente, la plus inspirante possible, pour nous donner envie justement de nous projeter vers un monde qui serait plus durable et plus inclusif, notamment. Vous le savez, on a aujourd'hui de plus en plus accès aux chiffres, aux rapports scientifiques qui nous alertent sur l'état de notre planète, notamment sur la perte du coup de biodiversité, puisqu'on va parler aujourd'hui du vivant. Un des derniers chiffres, par exemple, qui a été partagé par le WWF, c'est qu'on a une disparition de 69% des espèces menacées vertébrées. Donc on est sur des chiffres qui évidemment font peur. Et pourtant, on a parfois du mal encore à se mettre en mouvement assez rapidement, en tout cas pour répondre à cette urgence. Et c'est là où l'art et les artistes ont justement un pouvoir essentiel, qui est celui d'ouvrir nos imaginaires sur ces questions, de venir soit justement nous alerter, nous questionner, nous émerveiller au travers de leurs différentes créations, quelles qu'elles soient, puisque tous les univers artistiques peuvent évidemment porter ces sujets. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aussi avec Spark News, de pouvoir accompagner justement les artistes et les professionnels de la culture pour les sensibiliser sur ces différents enjeux, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, et leur donner envie de les intégrer dans leur création. C'est ce que nous avons fait notamment avec ce numéro de Technicart que vous avez dû trouver normalement à votre place, où on a fait se rencontrer des artistes et des experts pour organiser ces regards croisés sur des grandes thématiques qui parlent du vivant. Donc je vous invite évidemment à le lire avec attention et vous verrez comment l'art et la science justement peuvent se nourrir mutuellement sur ces différents sujets. C'est un supplément qu'on a organisé en partenariat avec l'ADEME et Ushuaïa TV. Depuis tout temps, évidemment, les artistes parlent de nature, intègrent la nature dans leur création. Il suffit de penser à l'art pariétal, à la façon dont les hommes préhistoriques ont déjà peint sur les grottes du coup des éléments de notre biodiversité. Et les artistes d'aujourd'hui ne sont évidemment pas en reste. Et j'ai la grande joie et l'honneur d'accueillir 4 artistes avec moi aujourd'hui pour en parler. Je vais vous présenter dans l'ordre afin de pouvoir montrer aussi quelques extraits de vos œuvres. Donc Jade, toi tu es danseuse, photographe, chorégraphe et cofondatrice du collectif Minuit 12. Et avec toi, on parlera notamment de comment est-ce qu'on peut interpeller par le beau et venir aussi esthétiser le militantisme. Ardif, toi tu es street artiste. Tu crées des œuvres, des collages qui s'appellent les Mechanimals et qui sont, comme vous pouvez le voir, du coup, des croisements entre des animaux et des rouages. Ce côté, cet équilibre en fait entre la technologie et la nature que tu viendras nous présenter et nous expliquer aussi pourquoi tu as choisi la rue comme support pour porter ces sujets. Chris Morin-Etner, tu es artiste visuel et tu crées des montages du coup à partir de photographies où la nature vient reprendre ses droits sur nos constructions urbaines, alors plutôt utopiques ou dystopiques. On en parlera du coup tout à l'heure. Et enfin, Sarah Valente, tu es plasticienne, tu crées sur différents formats autour du sujet de la forêt notamment, et tu as également créé la Green Line Foundation qui porte ces sujets de la forêt à la fois par des actions concrètes et l'art, et on en parlera aussi un peu plus en détail. Merci à tous les 4 d'être venus partager avec nous ce qui vous inspire. On va échanger du coup pendant un petit peu plus d'une heure tous ensemble et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin avec vous pour que vous puissiez aussi leur poser directement vos questions.
Alors pour démarrer, je voulais vous demander à tous les quatre si vous pouvez nous parler justement de la place de ce vivant dans votre travail et nous expliquer quel a été le déclic qui vous a donné envie à un moment de pouvoir du coup intégrer ces enjeux de biodiversité et de nature. On va peut-être commencer avec toi, Jade. Toi, ce qui t'a particulièrement intéressé, ce que tu me racontais, c'est le rapport au corps et au mouvement. Si tu veux un petit peu nous raconter. Enchantée, bonjour tout le monde. Oui, moi je suis danseuse et j'ai 24 ans. Et depuis très longtemps, ce qui me passionne, c'est plutôt de m'immerger dans des milieux naturels. Donc en premier lieu, c'était la forêt à côté de chez moi. Donc je suis très sportive, donc j'allais courir. Au début, c'était plus une aire d'amusement. Et au fur et à mesure, je me suis mise à m'arrêter et à me mettre à danser. Et je continue aujourd'hui en permanence faire ça, c'est-à-dire me plonger dans un milieu naturel, souvent ceux que j'aime, ceux qui sont les plus proches de ma famille, là où j'habite, et de danser. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est une recherche d'interaction permanente entre ce milieu naturel dans lequel j'évolue, mon corps, et c'est une manière de poser un regard, une manière de voir quel animal passe, le soleil, où est-ce qu'il va. Et ce qui est drôle, c'est un peu amusant parce que quand je pars danser dans les collines marseillaises, par exemple, je prépare ça comme une expédition, je prends ma carte, je regarde l'itinéraire, je regarde la météo, je choisis le meilleur sol, celui qui va être le plus ou moins escarpé. Parfois, j'essaie de danser en pente, par exemple, c'est hyper compliqué. Du coup, le rapport au corps et à l'espace, il est différent de celui dans les salles. Et c'est ma manière que j'ai de connaître, on va dire, un monde plus naturel, la biodiversité, et parfois même d'apprendre à connaître. C'est-à-dire parce qu'on a grandi en partie dans les villes. Parfois, j'ai eu l'impression de ne pas du tout assez connaître les espèces qui m'entouraient. Et juste de passer plus de temps en trouvant une forme d'amusement, c'était une manière de connaître. Alors connaître, justement, ça peut passer aussi par les voyages. Ça a été ton cas, Chris? Tout à fait. Bonjour. Donc Chris Morin-Hitner, moi je suis artiste visuel. Alors disons la façon dont ça s'est passé, ce qui me concerne, c'est d'abord déjà en tant qu'enfant, j'ai toujours aimé la nature et les animaux, mais en devenant adulte, cette part d'enfance est restée en moi, ce qui est important parce qu'on l'a tous en fait en nous, au fond, si on va la chercher. Mais le déclic, je pense, c'est vraiment à une époque, je faisais des films et j'ai fait notamment un film pour Mike Horn, qui est aventurier, je ne sais pas si des gens le connaissent, explorateur. Et il faisait un film il faisait un tour du monde écologique pour montrer la beauté et la fragilité du monde. Et moi, il se trouve que je faisais un film pour un de ses sponsors. Bon. Et je me suis retrouvé au Groenland, et même aussi sur la barrière de corail au large de l'Australie, dans des endroits en fait où, bon, a priori, on va jamais, c'est très compliqué d'aller là. Et c'est des images qu'on connaît, qu'on a vues dans des films ou en photo, où on peut imaginer, mais le fait de s'y retrouver vraiment, d'être sur Terre, mais à cet endroit-là qui est tellement loin, qui est encore heureusement préservé, ne serait-ce que parce qu'il est loin, tout à coup, on se retrouve face à cette splendeur et on est vraiment habitant de la Terre. La Terre, c'est aussi là. Et tout à coup, on a vraiment conscience de la beauté, de la fragilité du monde. Donc je pense que ça a été vraiment un premier déclic, une prise de conscience qui était très puissante. Et puis il se trouve qu'après j'ai aussi fait un voyage au temple d'Angkor et là j'ai eu un autre choc qui était un choc à la fois esthétique, émotionnel, entre la culture des constructions humaines et puis la nature qui était là et il y avait cette sublime harmonie entre les deux finalement et je pense que c'est certainement ce qu'on doit essayer de trouver aujourd'hui dans l'avenir en fait. Donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir Par la suite, en plus, j'étais à Dubaï peu de temps après, donc là, c'était encore un autre choc dans une sorte de voyage spatio-temporel, et je me suis dit, faudrait essayer de réfléchir à un monde évidemment résilient. On ne va pas retourner vivre dans des grottes, mais en même temps, on vit dans des villes, il faudrait les organiser, non pas contre la nature, mais avec la nature, c'est-à-dire vivre ensemble, quoi. Voilà. Merci Chris. Toi, Sarah, aussi, c'est des voyages qui ont formé aussi ta connaissance et ton envie d'intégrer ces sujets dans tes créations.
Oui, tout à fait. Bon, Sarah Valente, merci d'être là aujourd'hui à tous. Moi, je suis artiste plasticienne et c'est vrai que j'ai commencé par la photographie. Et du coup, c'est vraiment la photographie qui m'a emmenée à l'extérieur. On avait vraiment cette envie d'aventure, d'exploration, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dehors. Alors parfois près de chez moi, parfois loin. Et puis une fascination de la forêt qui date, moi, de mon enfance. Et puis c'est vrai que c'est au fur et à mesure de ces voyages que j'ai continué à me passionner pour la forêt et pour l'intelligence de la forêt et énormément de choses qui sont cachées, invisibles, qu'on ne perçoit pas toujours, nous les hommes. Et du coup, c'est vrai que j'ai centré ma pratique après sur ces aspects parfois méconnus, voire invisibles, imperceptibles de la nature, que j'essaye du coup à travers mon travail de montrer. Et je suis vraiment, voilà, au fur et à mesure des années, partie dans cette démarche de montrer l'invisible, montrer ce qu'on ne perçoit pas forcément et montrer les choses avec un autre regard pour interroger sur des questions, voilà, qu'on ne se poserait pas toujours, enfin, nécessairement. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire un petit peu plus comment tu montres justement l'invisible dans tes créations? Bien sûr, bah oui, j'ai pas éteint. Bien sûr, alors du coup, en photographie, il y a plusieurs façons de montrer des choses qu'on ne verrait pas. On peut faire des temps de pause longs, on peut faire des longues expositions, on peut créer des superpositions d'images, des effets d'optique. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup en tant que donc, plasticienne. Et donc là, c'est un travail qui est plus lié à la peinture, l'installation en extérieur avec la lumière ultraviolette. Et pourquoi? Parce que j'ai appris il y a quelques années, on avait fait une sculpture avec d'autres artistes pour la fondation Good Planet. Et donc c'était une structure en rapport avec les abeilles. Et à l'époque, on a appris que les abeilles perçoivent les rayons ultraviolets et du coup voient le monde sous les rayons ultraviolets. Et la fluorescence en fait qu'on trouve dans la forêt avec les fleurs, les pollens, etc. C'est un langage qui a été mis au point par la forêt pour communiquer avec le monde animal, donc les abeilles, certains insectes. Et dans l'océan, les coraux ont le même principe. Donc il y a certains poissons qui voient aussi sous le prisme de cette lumière. Et du coup, voilà, aujourd'hui dans mon travail, j'utilise beaucoup ce principe de double lecture où quand je fais une œuvre, on peut regarder l'œuvre à la fois avec son regard d'homme et donc avec une lumière traditionnelle, ou alors avec la lumière ultraviolette. Et là, on voit d'autres choses qui apparaissent et ça permet de montrer d'autres aspects, soit de la nature, soit de la pièce en question, grâce à cette lumière UV, ultraviolette, lumière noire, lumière bleue, ça dépend, on peut l'appeler de différentes manières. Toi, tu vas montrer ce qu'on ne voit pas. Et alors toi, à l'inverse, Hardy, tu vas exposer justement aux yeux de tous du coup, tes créations. Et il y a eu un moment de bascule en particulier, parce que tu es architecte de formation, qui t'a justement donné envie de devenir street artiste. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, bah oui, moi je suis street artiste. Alors, comme l'expliquait Caroline, j'ai une formation d'architecte. En fait, au travers de mes études notamment, je me suis beaucoup intéressé à l'architecture et comment on peut la mixer avec la nature. Et d'ailleurs, à ce titre, à l'époque, je crobardais beaucoup et je faisais des croquis qui ressemblaient un peu au travail de Chris. Donc, forcément, ça m'inspire. Et petit à petit, je me suis rapproché d'une thématique qui me plaisait beaucoup, qui est l'animal, en fait, qui fait partie de ma vision de la nature. Vraiment, depuis mon enfance, je suis très intéressé par les animaux, à travers notamment, quand j'étais petit, j'allais à la Grande Galerie de l'Évolution ou au Parc Zoologique de Paris. Donc, ça me fascinait beaucoup. Et un jour, j'étais en train de crobarder dans un parc et j'ai commencé à faire un chat que j'ai arrêté à moitié. Et l'autre moitié, je l'ai imaginé avec un mix d'architecture et de mécanisme sur une inspiration qu'on pourrait appeler steampunk, qui est un mouvement notamment inspiré par Jules Verne. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette première approche de ce dessin. J'ai commencé à en faire une série. Et après, j'ai décidé de les mettre dans la rue, une fois que j'avais une thématique globale. Et cette envie de travailler dans la rue est venue au fur et à mesure, notamment par les études d'architecture, puisque le street art m'avait intéressé, notamment parce que comment mêler l'art et l'urbain quand on est dans une étude d'architecture, on se dit, bon, le bâtiment, l'urbanisme, et on s'intéresse au mouvement artistique. Et là, le street art vient naturellement.
Et j'avais très envie, comme une pulsion, d'intervenir dans la rue. Et à travers le concept des animaux mécaniques que j'ai appelé Mechanimals, j'ai commencé à faire toute une série de dessins que j'ai collés dans la rue. Et aujourd'hui, même j'en peins sur des murs pour des... Voilà. J'ai un travail qu'on va dire officiel quand je suis invité pour des festivals ou des murs officiels. Et aussi un travail vandale à la sauvage que je colle sous autorisation, que j'ai commencé à Paris, mais aussi dans toutes les villes un peu du monde. Donc voilà. Alors chacun, vous avez votre propre façon de vous inspirer du coup de la nature. Qu'est-ce qui vous émerveille, qu'est-ce qui vous inspire particulièrement du coup dans cette nature si foisonnante? Peut-être rebondir sur ce que tu disais du coup Hardy, parce que toi tu es dans une position de street artiste et en même temps, puisque tu crées plein d'espèces différentes, tu as aussi une position un peu de chercheur, d'aller justement trouver l'inspiration et découvrir de nouvelles espèces finalement. Alors ouais, je pourrais j'aime me définir comme mécanimaliste. En fait, en gros, comme j'étais assez fasciné par tous ces dessins de gravures des anciens zoologistes qui allaient dessiner toutes les espèces quand ils allaient sur site explorer la nature. Et moi, en m'inspirant de cela, j'ai essayé aussi de créer mon propre catalogue d'animaux, proposer une sorte de safari urbain aux spectateurs dans la rue. Et donc, je ne me limite pas dans les espèces. Donc, pour moi, le monde du vivant à travers l'animal est illimité. Il y a autant d'espèces, il y a énormément d'espèces, il y en a qui disparaissent et qui apparaissent sans cesse. Alors celles qui disparaissent, évidemment, c'est catastrophique, mais il faut aussi en témoigner, il faut les marquer, et à travers leur forme, leur couleur, leur texture, plastiquement, c'est infini. Et j'essaye d'y répondre en ouvrant un imaginaire à travers cette architecture mécanique qui s'inspire du vivant pour être créé, mais qui aussi complète l'animal. Donc c'est un échange, un équilibre que j'essaye de trouver à travers ce travail artistique. Et la notion d'équilibre, Chris, on la retrouve aussi dans tes créations, justement ce parallèle entre les créations humaines finalement et la nature qui peut reprendre ses droits. Ouais, alors moi justement, disons que la ville, elle me plaît, puis j'y vis, puis on y vit tous. Ici, on peut se réunir grâce à ce bâtiment, aux rues qui nous ont permis d'accéder ici. Mais en fait, avant, il y avait une forêt quand même, et il y avait des animaux qui vivaient, et on les a tous mis dehors, quoi. Donc, ça me pose un vrai problème, et finalement, moi, j'essaie de réintroduire de la nature, du sauvage dans la ville, pour essayer de créer un équilibre, rééquilibrer, disons, le côté sauvage du monde moderne et le côté harmonieux du monde naturel, sans être naïf. La nature, elle est aussi sauvage, mais disons, ce qui me plaît, c'est vraiment d'essayer de ramener un équilibre à la fois, tout simplement pour que nous, en tant qu'urbains, on puisse reconnecter à nos racines, qui sont quand même celles de la forêt, de la nature. Et donc c'est dans ce sens que je travaille, donc de manière totalement utopique et absolument pas dystopique. Et ce n'est pas toujours interprété comme ça, on en parlera tout à l'heure. La notion d'équilibre, Jeanne, on la retrouve beaucoup dans le corps aussi, finalement, sur un parallèle complètement différent. Où est-ce que tu vas chercher, toi, ton inspiration, justement, sur ces notions-là? Et comment, là où Chris va réintégrer la nature dans les créations urbaines, toi, finalement, tu viens réintégrer la nature avec nos propres corps? Comment est-ce que tu fais ce lien? Pour la notion d'équilibre, ça, c'est certain, parce que du coup, quand je vais danser dans la nature, je sais pas, sur une plage, sur des graviers, c'est tout le temps en déséquilibre. Donc, mais moi, dans la nature, je trouve beaucoup de sérénité plutôt. C'est vraiment des moments intimes et des moments de lien, mais l'inspiration, je la trouve pas tant dans la nature que dans la révolte. Et du coup, là, c'est quelque chose de beaucoup plus social et c'est quelque chose de beaucoup plus énervant, on va dire. Et c'est pour ça que dans mon travail, il y a vraiment un lien entre la création artistique et le militantisme, parce que ce qui me met en mouvement et ce qui fait que je vais commencer à montrer ce que je fais, c'est parce que c'est militant. Donc mon support de création, tu l'as dit, c'est le corps, parce que il me semble, et ça c'est une pensée qui est venue à la lecture de beaucoup de philosophes, que on peut réussir à vraiment toucher et à faire que ça prend les gens aux tripes si on a quelque chose de l'ordre de l'identification. Et ça passe énormément par le corps.
Et donc, en photographie, par exemple, j'ai travaillé sur tatouer le rapport du GIEC sur des corps humains. Et il y a quelque chose d'assez provocateur parce que c'est un corps qui est assez nu, enfin qui est nu, totalement nu en fait. Et l'idée, c'était de dire si personne ne lit ce rapport, si aucun décideur politique ne lit ce rapport, est-ce qu'il faut que je me le tatoue sur le corps pour qu'on le lise? Donc il y a quelque chose de l'ordre plutôt de la révolte et même d'assez existentiel dans le fait de devoir le dire et devoir montrer ce qu'on fait, parce que je trouve beaucoup de plaisir moi-même à créer pour moi-même sans le montrer, mais simplement de devoir se saisir des enjeux environnementaux, c'était quelque chose d'absolument existentiel. C'est plus que je pouvais pas faire autre chose. Je pouvais pas faire autre chose et je retrouve un peu ce questionnement qu'a Camus dans le mythe de Sisyphe, de se dire est-ce que si face à l'absurdité absolue de ce qui est en train de se passer, et c'est ce que je ressens en lisant l'actualité, est-ce que la solution c'est le suicide? Il répond non, la solution c'est la révolte. Et je suis vraiment dans cette dynamique de création. Merci Jeanne. Alors tu as parlé de mythes, donc tu me permets de faire le pont avec toi, Sarah, puisque toi tu as toujours été inspirée justement par ces mythes autour de la forêt et de ce qu'elle a à nous raconter. Oui, absolument. C'est vrai que la forêt, c'est à la fois un monde extraordinaire concernant la biodiversité, l'intelligence végétale, voilà. Et après, il y a aussi tout le côté mythologique de la forêt, où finalement, on s'aperçoit que dans toutes les cultures du monde entier et les plus ancestrales, souvent, la forêt est un lieu qui contient énormément de philosophie, mais aussi de croyances, de tout l'animisme est basé sur la forêt. Enfin, il y a énormément de contes, tout un univers en fait imaginé par l'homme autour de la forêt. On voit souvent voilà, par exemple dans le Pacifique, ou sur énormément d'îles de légendes où les végétaux sont nés d'histoires liées aux hommes ou aux dieux, voilà. Donc en fait il y a cette personnification souvent de la nature, et en tout cas cette communion entre les hommes et la forêt, où ils ne font qu'un. Et je pense aussi, voilà, à tous les peuples chamaniques qui disent clairement, qui communiquent avec la nature, que la nature leur parle, que les fleurs leur parlent, que c'est comme ça qu'ils ont eu toutes ces connaissances parfois super impressionnantes. Et on se rend compte que certains peuples savent des choses depuis bien plus longtemps que nous on fait seulement que découvrir aujourd'hui avec la science. Donc c'est vrai que ce côté mythologique de la forêt et tout ce savoir en fait qui parfois s'est perdu malheureusement, mais qui a été transmis de génération en génération par des peuples et des imaginaires finalement collectifs, même s'ils étaient liés au sacré ou même parfois à la religion, sont très inspirants, et dans cette idée où justement il n'y a vraiment pas de séparation entre l'homme et la nature, et sur cette idée que la nature fait partie de l'homme et inversement, où finalement on a tendance à voir ça comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a cette séparation entre l'homme et la nature, mais en vérité, il y a énormément de peuples qui ont vécu en harmonie, qui continuent à vivre en harmonie avec la forêt et la nature en général, et ça c'est quelque chose qui, moi, m'inspire beaucoup, effectivement. On va rentrer un peu plus maintenant dans le détail de votre positionnement artistique et par rapport justement à ces trois verbes, donc alerter, questionner, émerveiller, que vous puissiez aussi nous raconter justement quelle influence vous souhaitez que vos créations aient finalement sur le monde et puis sur le public qui vient assister à vos performances ou regarder vos œuvres. Jeanne, peut-être tu vas parler de révolte. On va commencer par ce mot qui est très fort. Comment on fait pour questionner par le beau, justement? Ouais, du coup, moi, je vais me placer beaucoup plus sur alerter et créer la sensation de révolte. Donc, avec mon collectif artistique Minuit 12, on fait beaucoup de performances à mi-chemin entre le militantisme et la performance le spectacle de danse. Donc, au lieu d'être dans un théâtre, on va sortir du théâtre. On a par exemple dansé devant le siège de Total. Et en fait,
l'idée là, c'est vraiment d'attirer l'attention par la danse. De manière générale, quand il y a quelqu'un qui danse, tout le monde s'arrête pour regarder dans la rue. Bah, voilà, plus que quand parfois un militant est devant son stand. Donc là, on est vraiment sur cette dynamique. Et quelle était ta question déjà exactement? Comment on fait justement pour questionner Par le beau. Oui, parce qu'il y a aussi la question du beau. Et ça c'est un travail qu'on mène justement avec le collectif et dont on débat en permanence. C'est-à-dire que parfois, les créations sur l'environnement vont prendre une certaine esthétique, et notamment en danse, ça va beaucoup se traduire par des créations très contemporaines dans le style de danse. Et sauf que nous, ce qu'on se dit, c'est que si on va que sur une seule esthétique, on va toucher qu'un seul type de public. Or, nous, c'est pas nos esthétiques et c'est pas vraiment les types de danse dans lesquels on se retrouve. Dans le collectif, on a beaucoup de hip-hop, on a beaucoup de walking, d'électro, de locking. Donc là, c'est des termes précis pour parler de danse, mais en réalité, il y a vraiment des communautés et des gens qui sont passionnés par ces styles de danse. Et nous, le but, c'est vraiment de esthétiser la lutte et de la rendre multi-esthétique par nous, ce qui nous touche le plus. Parce que parfois, on voit des actions militantes où on se dit, je suis d'accord avec l'idée, mais je trouve que c'est pas beau. Et donc, ça me donne pas envie d'en faire partie, mais c'est hyper important. Et l'idée, c'est juste de vouloir faire communauté. Et quand on danse comme ça, devant le siège de Total, place de la République, enfin partout, il y a un peu l'idée pour les spectateurs qui regardent dans leur cerveau, il y a les neurones miroirs qui se mettent en mouvement en même temps. Et donc, c'est d'essayer de créer du mouvement aussi chez les autres. Alors, tu parlais de rue, du coup, je rebondis là-dessus. Donc, la question est pour toi, Hardy. Qu'est-ce qui t'a du coup donné envie de faire ces créations et comment tu as choisi ce positionnement? Est-ce que tu l'as d'ailleurs choisi avec conscience ou est-ce que finalement ça s'est fait au travers de ton sujet? Oui, c'est intéressant parce que en fait, au début, moi, j'ai vraiment fait ça, on va dire, à l'instinct. Donc, la volonté de street art était là, comme une envie d'intervenir dans la rue, de m'approprier mon espace urbain. Donc, forcément, quand on colle dans la rue, quand on fait du street art, surtout quand on le fait en vandale, il y a une volonté d'interpeller, il y a une volonté de marquer le passant, de marquer le piéton. Donc, et tout en s'exprimant artistiquement dans son environnement urbain. Donc ça, déjà, il y avait cette première volonté-là. Et ensuite, le thème des Mechanimals, en fait, il est venu assez instinctivement par mes croquis, par mes recherches graphiques. Et petit à petit, forcément, à force de faire des collages, il y a toute une communauté de gens qui s'intéressent au street art et de curieux qui ont commencé à reconnaître mon travail et à discuter avec moi, à m'interpeller lors d'événements ou d'expositions auxquelles je participais. Et là, la question a commencé à poser, pourquoi les Mechanimals? Et en fait, il y a deux choses qui se sont passées. C'est à la fois, je demandais aux gens ce qu'ils voyaient dans mon travail, donc c'était intéressant d'entendre des points de vue. Et petit à petit, j'ai construit mon discours en parlant avec eux. Et je me suis rendu compte que c'était finalement naturellement que c'était venu et tout venait de mon background, de mon parcours artistique et des influences de ma jeunesse. Et en fait, cette volonté de marquer l'animal par une mécanique architecturale à travers un équilibre. Au début, je travaillais beaucoup en symétrie, donc cette espèce de volonté de trouver l'équilibre entre technique de l'homme, progrès technique, et respect de la nature, de notre patrimoine naturel au travers de la figure de l'animal. Et en même temps, il y avait donc plusieurs discours qui se chevauchaient. Donc des gens voyaient comme une critique la façon dont on détruit la nature. Et moi, j'étais là, je disais effectivement, il y a cette volonté, mais en même temps, il faut trouver l'équilibre. Il n'y a pas qu'un regard négatif, il faut aussi que la nature s'inspire, enfin plutôt que la technique s'inspire de la nature pour pouvoir progresser. Et donc cette espèce d'aller-retour entre les deux, que l'univers de l'un inspire l'univers de l'autre dans mon travail, m'a permis vraiment de construire ce discours et à la fois d'alerter et d'ouvrir les imaginaires aux personnes qui tombaient nez à nez avec les Mechanimals. Je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui arrive, qui voit une œuvre dans la rue déjà et se questionne, puisque finalement, le street art, c'est de l'art désinstitutionnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, on casse les barrières du musée ou de la galerie, on prend l'art, on le met dans la rue à la vue de tous, sans autorisation, librement, et il y a à la fois un geste artistique, mais politique, même si le discours derrière n'est pas forcément politique dans le travail, mais quoi qu'on fasse, quand on met de l'art dans la rue, ça devient politique. Et donc, les gens se questionnent, les gens s'émerveillent, les gens
se pose des questions et commence des fois à rechercher, à vouloir rencontrer l'artiste, à discuter avec lui. Et c'est comme ça que démarre l'interaction. Et donc, personnellement, mon travail a été au début très instinctif, très naturel, et petit à petit a commencé à construire un discours autour de pourquoi la nature, pourquoi l'animal, et vers quoi je tendais à travers ce travail. Ça fait le pont avec ton travail aussi, Chris, le regard justement du spectateur qui t'amène à te questionner finalement sur l'objectif de tes créations. C'est aussi ce que tu m'as raconté. Totalement. Là, par rapport à ce que vient de dire Ardif, enfin, je partage complètement. Je pense qu'un artiste, il démarre d'abord de manière instinctive. Il n'y a pas une réflexion. Tiens, j'ai envie de faire ça, donc je vais passer par là. Ça vient de, on ne sait pas très bien d'où au fond, quoi. Ça vient de l'enfance, de l'inconscient, de loin en tout cas. Et puis, et par exemple, en ce qui me concerne, moi, j'ai commencé à faire ces images-là sans vraiment trop savoir ce que j'allais en faire. C'était parce que j'avais besoin de faire ces images-là, c'est-à-dire la ville envahie par la nature, mais d'une manière pas apocalyptique, mais plutôt assez douce, pour me faire du bien, pour me faire plaisir, parce que j'avais envie de voir ça. Et j'ai vu qu'il y avait un vrai écho quand je montrais ces images, d'abord à mes amis, puis après à un cercle de plus en plus large, et qu'à chaque fois, ça réagissait. Et finalement, sans vraiment l'avoir cherché de manière consciente, j'interrogeais. Finalement, ça correspondait à une problématique sociétale, enfin, qu'aujourd'hui qui est très très forte. Et donc du coup, effectivement, après, ça m'a même moi forcé, disons, à avoir un discours, à essayer de répondre à la question pourquoi je fais ce type d'image. Et donc c'était intéressant parce qu'au départ, c'était pas du tout, disons, moi, c'était vraiment une envie de partager. Et donc là, ça rejoint totalement ce que disait Ardif. Et tes œuvres ne sont pas forcément interprétées de la même façon. Ah oui, alors voilà, du coup, donc en fait, effectivement, je me suis retrouvé... Là, il y a un truc bizarre. Je sais pas. C'est la technologie. Voilà, trop de technologie, à un moment, ça marche plus. Mais là, voilà. Donc, voilà. C'est bon maintenant. Donc, oui, je me suis retrouvé avec des gens qui parfois me disaient, enfin, la plupart des gens en général réagissaient de manière assez positive à mes images. Voilà, moi, l'idée, c'est vraiment de poétiser le monde, de poétiser la ville, de s'inspirer de la nature et de sa diversité, de son invraisemblable originalité, toujours recommencer pour la mettre dans la ville, à la fois dans les formes et dans les couleurs, parce que en fait, la ville, elle est grise, elle est bleu marine, elle est noire, elle est sale. Et puis, il y a quand même beaucoup d'angles droits. Et là, moi, je voulais réintroduire de la couleur, des arches, enfin, des courbes, des arabesques. Et effectivement, l'idée, c'est un monde utopique, mais un monde plutôt beau, poétique. Et effectivement, certaines personnes, la plupart des personnes réagissent plutôt de cette manière-là. Et pour certaines personnes, c'est un peu angoissant, parce que quand ils voient ces images, ils se demandent où est-ce qu'ils vont pouvoir se garer. Donc, et là, je dois dire que c'est peut-être la limite de la discussion que je peux avoir avec ces gens-là, parce que c'est pas possible, en fait. Et voilà. Alors toi, Sarah, comme tu as plusieurs supports de création, est-ce que justement, tu te poses cette question d'avoir une influence différente ou d'avoir un message différent en fonction des supports? Est-ce que c'est à l'instinct aussi? Comment tu fais ça? Non, alors pas en fonction des supports. C'est plutôt souvent je choisis des thématiques. Par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé sur le printemps et ensuite c'est un sujet que j'ai développé en peinture, en dessin, en sculpture. Donc c'est plutôt des thématiques. Après, moi, dans mon travail, de manière générale, c'est vrai que j'essaye de garder cette notion d'émerveillement. Pour moi, la création, c'est aussi ça. Et j'essaye, avec ce travail, finalement, de créer un sentiment d'émerveillement chez le spectateur. Et c'est pour ça aussi, souvent, quand je crée, je me pose la question de qu'est-ce que penserait un enfant face à ma pièce. Et ce regard de l'enfant est très important pour moi, dans ce sens, voilà, du merveilleux. Et après, c'est vraiment une question, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est retransmettre des connaissances, voilà, scientifiques, des faits assez clairs et connus sur la forêt,
à travers mon travail. Et donc, il y a quand même cette notion voilà, de vouloir partager de la connaissance, d'éduquer à travers des réflexions. Et pour moi, l'art, c'est aussi ça, c'est aussi la possibilité de faire passer des messages. Et on parlait tout à l'heure du beau et quelle est l'utilité du beau. C'est vrai que le beau peut avoir ce talent de toucher et de sensibiliser le spectateur. Donc, je pense que c'est notre cas à tous les quatre ici. Grâce à notre travail, on peut espérer créer des réactions, créer des réflexions chez les gens. Et que grâce à ces réflexions, il y ait des nouvelles idées qui se créent dans les esprits autour de nous. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que le beau, je pense qu'on vit dans une société qui est très angoissante. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai à un moment donné été vraiment déprimée, angoissée, presque victime de ce qu'on appelle la solastalgie quand je regardais ce qui se passait sur la planète. Et finalement, je me suis aussi fait la réflexion que ces contenus étaient super parce que je pense qu'il faut effectivement informer, alerter et ne pas mâcher ses mots et dire les choses clairement, même si ça fait peur. Maintenant, j'étais un peu en manque justement aussi de contenu positif qui offrait des nouvelles perspectives. Et c'est là où je pense que l'art a son rôle à jouer. C'est vraiment dans cette possibilité d'ouvrir des nouveaux imaginaires, d'ouvrir de la connaissance, de parler de choses importantes et parfois de situations compliquées, mais à travers un émerveillement, quelque chose qui touche et qui passe par une certaine forme de beauté et d'esthétisme. Je pense que c'est important dans le monde d'aujourd'hui d'avoir cet axe-là, parce que sinon, je trouve que c'est très compliqué, quoi. Et on a bien besoin d'avoir un peu d'émerveillement positif, ça c'est sûr. Je vais passer sur un autre sujet, mais alors donc on a vu qu'il y avait des ponts entre vos deux univers créatifs, Ardif et Chris. Il se trouve que vous êtes tous les deux architectes de formation. Donc ça a eu une influence, on l'a vu, sur vos créations. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, selon vous, comment est-ce que l'architecture et le vivant vont s'influencer et comment est-ce qu'on peut venir justement se nourrir de ce que la nature met déjà naturellement, évidemment, en place pour venir nourrir à la fois notre représentation du monde, mais aussi peut-être inspirer du côté du coup plutôt du biomimétisme toutes les créations de notre monde contemporain. Il y en a un qui veut commencer. Je commence. Alors, j'aimerais citer un très grand architecte qui s'appelle Mies van der Rohe, qui était un des papes du Bauhaus. Il a une phrase extraordinaire, il dit « less is more ». Et en fait, donc, ça s'applique à l'architecture, mais en fait, au fond, ça s'applique à tout et surtout, au fond, ça s'applique aussi à la nature. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans la nature, c'est à quel point elle est à la fois complexe et extrêmement simple. Elle est sobre, en fait. Elle est extraordinaire dans sa capacité à transformer de la lumière en oxygène, le carbone, à faire voler des animaux, enfin, je veux dire, la liste est longue. Mais à chaque fois, la solution privilégiée, elle est géniale. Elle est adaptée à l'environnement. Elle est esthétique, elle est belle, souvent. Et elle est légère. Elle est fascinante. Et je dois dire que nous, on devrait s'en inspirer, mais à 400%, tout le temps, regarder, s'émerveiller et essayer de faire aussi beau, aussi bien, aussi léger et surtout aussi durable. Parce que nous, on est plutôt au développement durable, mais paradis fiscal, et donc on est vraiment dans l'obsolescence programmée à 400%, quoi. Donc il faudrait vraiment réfléchir autrement. Enfin, en gardant la notion de progrès, c'est-à-dire d'avancer, mais dans une direction qui est bien plus inspirée par la nature qu'en essayant du vivant, parce que maintenant on dit vivant, en essayant de s'en débarrasser pour se mettre, prendre la place, quoi. Donc voilà, less is more, chers confrères. Non, effectivement, la nature, déjà techniquement, graphiquement, a toujours inspiré les architectes, je pense. Après, effectivement, matériellement, des fois, c'est compliqué de tout le temps s'inspirer de la nature pour mettre en place l'architecture, l'urbanisme qu'on voudrait. C'est encore une fois un travail d'équilibre, un travail de dialogue entre les deux. Il y a certains architectes qui ont construit des structures qui tiennent parce qu'ils sont inspirés, par exemple, des structures de nénuphars.
Vous regardez les structures de Nervi, par exemple, qui construit un gymnase et qui, avec des structures en béton, va réussir à faire tenir la toiture uniquement en s'inspirant de ce genre de structure naturelle. Donc forcément, l'architecture et la nature doivent travailler en symbiose pour pouvoir avancer. Encore une fois, dans mon travail, moi, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est comment l'un peut inspirer l'autre. Alors c'est à travers quelque chose de totalement imaginaire, c'est des villes un peu folles, c'est des mécanismes soit géants, soit minuscules, à l'échelle, avec des échelles variables et variantes. Après, la question est aussi de comment on montre la technique. Par exemple, c'est vrai que dans la manière d'exprimer qu'est-ce que pourrait être la technologie aujourd'hui, elle est de plus en plus dématérialisée. Par exemple, comment vous représenteriez la technologie d'un objet comme ça? C'est-à-dire qu'on n'y a plus accès, on ne peut plus l'ouvrir, on ne peut plus matériellement le représenter. C'est juste quelque chose qui est... on clique, c'est devenu extrêmement facile. Mais finalement, la technologie derrière, on sait qu'il y a toute une structure, une énorme technique qui va venir, qui va être lourde et qui va imposer quelque chose. Moi, c'est pour ça que dans mes mécanismes, l'architecture est assez ancienne, est assez baroque, est assez foisonnante. Les mécanismes, c'est des rouages qui, pour moi, sont un peu rassurants parce que c'est une technique à laquelle j'ai accès et que je peux comprendre, comme quand on pouvait ouvrir autrefois le capot de sa voiture et la réparer soi-même. Donc aujourd'hui, la technique est un petit peu dématérialisée, n'est plus palpable, n'est plus accessible. L'architecture, finalement, est une des technologies les plus palpable qu'on ait, puisqu'on la pratique et on évolue dedans chaque jour. Donc je pense que dans la représentation technique qu'on a, il faudrait un petit peu plus arriver à quelque chose de, comme je disais, de matériel, de palpable, et la nature peut nous inspirer à ça, puisqu'elle montre très facilement comment elle se structure. Montrer comment ça se structure, c'est aussi aller justement toucher des personnes qui sont pas forcément convaincus et qui ne connaissent pas forcément ces sujets. C'est ce que tu fais toi aussi, Jade, au travers du coup de tes créations chorégraphiques. Toi, tu es diplômée de Sciences Po. Tu as été nourrie justement par cette approche plus politique, tu le disais tout à l'heure, de l'art. Comment on fait pour trouver ce juste équilibre entre l'art et le militantisme et justement pouvoir toucher des non-convaincus sans forcément leur faire peur, puisque quand on parle de ces sujets, généralement, on en parlait et c'est plutôt déprimant. Comment tu orientes ta réflexion pour trouver cet équilibre ? Oui, d'ailleurs, sur ça, j'aimerais rebondir sur ce que Sarah disait. Je suis assez d'accord. Dans notre univers culturel, actuellement, on a beaucoup de dystopies. C'est très à la mode et c'est au final assez facile d'imaginer une dystopie parce qu'on a plein de choses qui nous entourent, des pandémies, des guerres, l'effondrement de la biodiversité, bref. Mais créer des utopies, c'est beaucoup moins à la mode et ça l'a été dans l'histoire littéraire et je pense que ça mériterait d'être un peu plus recreusé parce qu'on sait sur ce vers quoi on ne doit pas tendre, mais parfois c'est difficile de savoir ce qu'on voudrait, ce qu'on imaginerait. Donc ça, c'était la parenthèse utopie. Et non, sur le politique, déjà, moi, j'ai fait des études de sciences politiques et de philosophie que j'ai choisies parce que je venais d'un milieu rural où j'avais absolument pas accès au fonctionnement institutionnel de la France et que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. J'ai compris, mais je me suis toujours... jamais retrouvé vraiment dans le discours politique, tout en étant très sensibilisée aux enjeux, jamais retrouvé dans à la fois la manière de parler et ni dans la manière de recevoir la parole. Du coup, il y a toujours eu cette tension de devoir traduire des intérêts politiques parce qu'ils sont fondamentaux et qu'ils me passionnent de fait, mais de les traduire dans le langage qui me correspondait. Et du coup, aujourd'hui, c'est assez... c'est un équilibre à trouver, mais c'est assez drôle parce que parfois j'ai des militants qui viennent me voir en me disant « Bon, on doit faire une création sur le minage des eaux profondes. » Ok, c'est hyper spécifique et c'est assez dur de traduire ça artistiquement, mais du coup, il y a un défi vraiment artistique. Pareil, le rapport du GIEC, il faut quand même le rendre un peu sexy et un peu esthétique. Donc là, c'était drôle. Et parfois, je trouve l'inspiration en allant par exemple à des conférences de presse, donc événements très politiques où il y a des personnalités politiques, des militants et des journalistes. Et moi, je me fais passer pour une journaliste, et donc je suis comme ça, je prends des notes et tout. Et en fait, je prends juste des idées parce que dans leur métaphore, dans la manière de s'exprimer, j'ai des idées artistiques qui émergent. Et donc c'est hyper drôle parce que je me fonds
dans un univers politique, mais je cherche pas du tout la même chose que les journalistes, les notes qu'ils vont prendre. Et je trouve ça assez intéressant de naviguer entre ces univers. Et dans l'artistique, on a vraiment la capacité de aller chercher des gens qui sont pas sensibles au discours politique et même méfiants envers le discours politique. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Je suis obligée de faire un petit parallèle avec l'actualité, du coup, pour une question commune sur vous, parce qu'on parle beaucoup de cet équilibre, justement, entre art et militantisme en ce moment dans l'actualité, avec ces militants, ces jeunes militants du monde entier qui vont aller dans les musées, justement, du coup, interpellés par de la soupe, de la purée et de la farine sur des œuvres d'art. Comment est-ce que vous réagissez justement à ces actions? Est-ce que ça pose la question justement de la sacralisation de l'art aujourd'hui par rapport au fait qu'en parallèle, on est plutôt en train de désacraliser la nature? Quelle est un peu votre position là-dessus? Tu veux commencer, Jade? La première réaction quand on voit ça, on se dit c'est complètement débile de jeter de la sauce tomate sur un Van Gogh, c'est un chef-d'œuvre, etc. Après, quand on sait que généralement ces œuvres sont des fausses, qu'elles sont protégées par des vitres et que finalement, si on en arrive là, c'est qu'il y a une espèce quand même de désespoir d'une génération qui finalement essaye par tous les moyens d'alerter sur des situations. On peut aussi regarder les choses de deux manières. C'est aussi peut-être le moment pour l'art, enfin en tout cas finalement que ces actions aient lieu dans des musées, c'est un peu aussi questionner quel est le rôle de la culture, quel est le rôle de l'art, quel est le rôle des musées, si c'est pas justement se questionner sur son époque et sur ce qui se passe. Donc je pense que, enfin sur le coup, moi la manière dont j'ai réagi personnellement, j'ai été assez surprise, assez choquée, et je me suis dit mais enfin, je ne me suis pas dit quel est le rapport, mais je me suis dit, bon, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'il faut procéder? J'ai trouvé ça assez étonnant et je n'étais pas forcément en accord avec ces actions à première vue. Et puis après, je me suis dit que c'était aussi, il fallait se poser cette question-là, voilà, de finalement, quel est le rôle de la culture, quel est le rôle de l'art, quel est le rôle des musées aujourd'hui, et que finalement, si ce genre d'actions prennent place dans ce genre d'institutions, c'est aussi qu'il y a forcément des questions à poser et des réactions à avoir. Maintenant, je pense que la destruction d'œuvres, etc., n'est pas quelque chose d'acceptable, parce qu'en fait, je vois pas en quoi ça fait grandir et avancer le débat. Maintenant, de solliciter finalement des institutions pour qu'il y ait des réactions ou des choses qui se passent, ça, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, c'est une réaction assez mitigée, assez partagée, parce que sur l'instant, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est là, et puis après, on se dit que finalement, ça peut aussi ouvrir des perspectives différentes. Voilà. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Donc, pareil, je partage. Je trouve ça complètement stupide. Je suis totalement d'accord pour le militantisme, mais à fond. Mais il faut qu'il y ait de l'humour là-dedans. C'est-à-dire que s'en prendre à des œuvres d'artistes qui sont morts, qui peuvent même pas réagir, enfin c'est débile. Par contre, le comité qui, par exemple, dégonfle les pneus des 4x4, je trouve ça génial parce qu'à la fois ils sont pas hors la loi et moi j'ai un problème avec la technologie. Hein. Trop de technologie tue la technologie. Voilà. Là, bah non. Oui, si, c'est bon. Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve que en fait, il faudrait faire des actions qui soient drôles, quoi, en fait. Je sais pas si ça marche. Ça marche. En tout cas, il faudrait introduire de l'humour, tout simplement pour faire réagir la corde sensible, parce que la corde, disons, rationnelle, c'est peut-être les scientifiques qui l'agitent. La corde politique, c'est les politiques, économiques, et puis nous, les artistes et les militants, parce que je pense qu'on n'est pas loin, on doit faire vibrer la corde sensible, la corde de l'humour, la corde de l'empathie, celle qui va faire que le cerveau, je ne sais plus si c'est gauche ou droit, dit « Ah oui, c'est ça qu'on devrait faire », et puis l'autre dit « Allez, on y va ». Donc voilà, mais pas sur les tableaux. Alors moi, leur geste, alors, quelque part, je le comprends parce qu'effectivement, ils ont commencé à essayer déjà de manifester dans la rue.
On a eu les marches pour le climat, ça n'a pas marché. Ils ont essayé d'aller voir les politiques. On a fait conférence, enfin, ils ont fait la convention citoyenne qui a été un échec. Bon, au bout d'un moment, quand on est passé par le politique, par la rue, par tout ce qu'on peut, et qu'il n'y a rien, c'est le cri du cœur. C'est le geste un petit peu désespéré. Donc effectivement, ça fait un petit peu facile. Alors moi, personnellement, des fois, je le vois un peu comme éminemment contemporain, puisque ça fait très happening, en fait. Je trouve qu'il y a des choses qu'on voit dans certaines institutions, dans certains fracs, qui sont pas très différentes de ce que ces militants ont fait. Donc bon, après, où s'arrête l'art, où s'arrête le geste politique, le geste artistique, on peut en discuter. Mais effectivement, la notion d'humour, la notion de clin d'œil, on va dire de subtilité, par exemple Banksy, qui est un de nos plus éminents street artistes représentants, et il a un petit peu cassé l'institution. Il est allé chercher des fois là où ça grattait. Donc, par exemple, il a mis certaines de ses œuvres dans les musées, comme ça, discrètement, comme si c'était une œuvre normale. Et puis, il a attendu combien de temps l'institution allait mettre pour se rendre compte que ce tableau n'avait rien à faire là, quoi. Donc, par exemple, ça, c'est que je trouve ça assez marrant, où c'est ce truc qui a fait grand bruit quand il a mis une de ses œuvres à vendre aux enchères chez Christie's. Et au moment du coup de maillet de l'enchère, le tableau était dans un cadre qu'il avait lui-même fabriqué et elle a été partiellement détruite par un broyeur. Donc en fait, voilà, c'est quelqu'un qui triture un peu les codes de l'institution pour se dire comment on peut, à travers le militantisme, voilà, interpeller. Donc je pense que jeter de la peinture sur un Van Gogh qui est effectivement protégé par une vitre, c'est un petit peu désespéré et ça peut paraître débile, mais quelque part, il ne reste plus que ça. Mais je pense qu'on peut aller chercher des idées, des petits clins d'œil, des interventions, tout en étant dans le cadre de l'institution et en cassant les codes. Ça, c'est totalement possible. Et je pense que le street art est une forme de vandalisme, mais qui cherche aussi à créer et à interpeller de manière complètement subtile ou imaginative. Donc, oui, c'est un des outils qu'on peut avoir totalement. Moi, sur cette question, je pense que c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle en théorie la théorie du flanc radical. Donc le but, c'est pas de convaincre tout le monde, c'est déjà de mobiliser les gens qui sont déjà convaincus. Et en fait, la stratégie derrière ça, c'est la fenêtre d'Overton, qui est l'idée que on va pousser une action à un aspect hyper radical, donc celle-ci qui va pas convaincre tout le monde, mais du coup celle d'avant, elle va convaincre tout le monde. Et on entend beaucoup, non mais quand même, jeter de la peinture sur un Van Gogh, enfin de la sauce tomate sur un Van Gogh, c'est n'importe quoi. À la limite, aller bloquer l'entrée totale. Ok, du coup on va le faire et tout le monde est d'accord pour qu'on le fasse. Donc c'est ça la fenêtre d'Overton, c'est qu'avant c'était cette action la plus radicale et maintenant c'est l'autre. Sachant qu'il y a aussi une question de médiatisation, donc de sous-médiatisation des enjeux environnementaux, et il y a cette idée que l'art comme d'autres secteurs, est un secteur qui est hyper médiatisé et que donc on va prendre la médiatisation là où elle est. Donc il y a eu le Van Gogh qui a énormément fait de bruit, mais il y a eu Roland Garros, il y a eu des matchs de rugby, il y a eu des opéras. Il y a énormément il y a un militant qui s'est accroché en haut du Panthéon. L'idée c'est d'aller chercher l'espace médiatique là où il est. Après ça crée des débats, mais sauf que moi par exemple ce que je fais est beaucoup plus accepté parce que ces militants ont fait ça. Donc on travaille de manière très conjointe et vraiment, ça va ensemble en fait. Le flanc radical aide les flancs moins radicaux. Et sur l'humour, j'ai notamment, pareil, j'avais cette discussion encore avec quelqu'un récemment qui me disait « Non mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun rapport le Van Gogh et le militantisme. À la limite, fait quelque chose sur les JO d'hiver qui vont se passer encore dans un pays chaud. » Et du coup, je lui dis « Bah oui, mais justement, en ce moment, on est en train de préparer une fausse candidature de la dune du Pilat pour les JO d'hiver. » Et elle était là « Ah bah voilà !» Et donc, en fait, on réussit à avoir un accord beaucoup plus large de beaucoup plus de personnes. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais la stratégie est assez efficace. On comprend mieux maintenant le côté stratégique de ces actions. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Hardif, tu parlais de casser l'institution. À l'inverse, toi, Sarah, tu as décidé de créer une fondation, justement, pour un peu plus institutionnaliser, justement, ton militantisme artistique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions que vous menez avec la Greenland Foundation ? Bien sûr, avec plaisir. Du coup, moi, déjà, ce projet, je l'ai créé parce que je trouvais qu'on manquait,
c'est un peu ce qu'on disait là aussi il y a quelques minutes. C'est comment est-ce que l'art peut s'engager vraiment pour avoir des actions concrètes. Et donc moi j'ai fait un voyage en Amazonie qui m'a complètement bouleversée en 2019. J'ai été transportée par la beauté de cette forêt au point de, quand je suis arrivée, j'ai fondu en larmes. Et après, j'ai essayé de comprendre quelle était la raison de cette réaction. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais été complètement bouleversée par la beauté de ce que j'ai vu. Et une forêt primaire, on a l'impression de vraiment remonter dans le temps, de revenir aux origines du monde. Et c'est un sentiment qui est assez extraordinaire. Quand j'ai vu ça, j'avais vraiment l'impression de pouvoir mourir tranquille après. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et à mon retour, j'avais envie de m'engager pour la forêt encore plus que jamais. Et à ce moment-là, j'ai cherché en fait des associations qui travaillaient sur l'environnement et l'art, mais j'ai pas trouvé de structure qui permettait en fait à l'art d'avoir des actions directes. Donc vraiment cette idée de se dire comment est-ce que l'art pourrait protéger des espaces, financer des projets de façon verticale. Et je me suis beaucoup inspirée de cette histoire des peintres de Barbizon que vous connaissez peut-être. En fait, la première réserve naturelle du monde a été créée à Fontainebleau. Et à l'époque, parce que les artistes, donc notamment Théodore Rousseau et ce qu'on appelait l'école des peintres de Barbizon, où Georges Sand était d'ailleurs très proche d'eux, ont lutté pour protéger cette forêt de Fontainebleau qui était, eux, leur terrain d'inspiration, leur sujet principal. Et ils ont réussi à obtenir un décret à l'époque royal qui a protégé la forêt de Fontainebleau. Et c'est devenu la première forêt au monde et la première réserve naturelle du monde entier. Et du coup, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, la première réserve naturelle au monde a été créée non pas par des politiques, non pas par des industriels évidemment, mais en tout cas par des citoyens artistes. Voilà. Et du coup, cette histoire m'a beaucoup inspirée dans ce projet de Greenland Foundation. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'agir pour la protection des forêts de façon concrète. Donc d'abord les grandes forêts primaires, donc qui sont ces grandes forêts qui restent à quelques endroits de la planète et qui malheureusement disparaissent très vite. Donc cette année, on s'est engagé sur un projet au Pérou pour une réserve de 40 000 hectares avec une association qui s'appelle Envol Vert qu'on soutient pour créer cette réserve et voilà, mettre en place tout ce que ça comporte. On s'est engagé aussi sur un programme de reforestation à Madagascar, qui est un pays qui est extrêmement victime de déforestation, notamment à cause de la pauvreté et des problèmes qu'ont les gens à s'alimenter là-bas. Donc là, c'est 160 000 arbres qui seront replantés. On commence un projet en France avec deux artistes géniaux qui s'appellent Raphaël Siboni et Fabien Giraud, où l'idée c'est de mêler, c'est de créer un projet qui mêlera à la fois conservation, parce qu'on va racheter des petits morceaux de parcelles pour recréer une forêt d'un seul tenant de 50 hectares, où chaque année un artiste sera invité à faire une œuvre liée à cette forêt qui intégrera les œuvres passées. Et tout ça est une résidence qu'ils souhaitent mettre en place pour 1000 ans. Donc voilà, c'est un projet sur le temps long, mais ça questionne des choses intéressantes. Donc ça, c'est des projets de terrain. Et puis après, avec la Fondation, on essaie vraiment de s'inscrire aussi dans la sensibilisation grâce à l'art, et donc à monter des expositions autour des thématiques de la forêt pour sensibiliser les gens à travers des belles choses. Et au-delà de ça, l'année prochaine, on lance deux programmes. Un programme qui sera pour la jeune création émergente avec un prix qui encouragera la production d'une œuvre environnementale. Donc comment est-ce que des œuvres d'art finalement peuvent s'inscrire dans la durée ? Comment est-ce qu'elles peuvent être produites et est-ce qu'elles peuvent avoir une utilité ou non quelque part pour les écosystèmes. Le deuxième programme, c'est un artiste, une forêt. Et là, c'est de collaborer chaque année avec un artiste majeur du monde de l'art contemporain, mais aussi, ça pourrait être des arts vivants, de la musique, du cinéma, pour, à travers la vente d'une œuvre ou un projet réalisé par cet artiste, financer directement le rachat d'une parcelle de forêt ou d'un programme dans sa totalité. Et du coup, nous, on essaie vraiment d'essayer de tendre vers un modèle où, effectivement, on fonctionne avec du mécénat classique et c'est indispensable. Et heureusement que, il y a des particuliers, des entreprises qui soutiennent ce genre d'initiative. Mais c'est aussi d'essayer de trouver un système où, finalement, l'art peut avoir déjà une portée de voix, parce que tous ces artistes peuvent faire passer les messages, et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, aujourd'hui. Et ensuite, d'imaginer que l'art peut financer directement des projets terrain de façon très directe, ou des actions, ou des programmes. Et c'est ça que je trouverais aussi intéressant aujourd'hui, c'est de réussir finalement à créer un peu des nouvelles façons de faire, quoi.
Et alors justement sur cette évolution du coup de votre art et de vos pratiques artistiques, comment est-ce qu'elles évoluent, si vous pouvez nous dire, avant qu'on passe du coup à la session de questions-réponses chacun. Alors vous n'avez pas forcément le même temps de création déjà derrière vous, mais comment est-ce que vous faites évoluer votre art par rapport à la fois aux réactions du public, du coup, face à vos créations, mais aussi peut-être face à ce sentiment d'urgence qu'on voit de plus en plus apparaître, notamment dans l'espace médiatique. Comment est-ce que soit vous portez un regard sur l'évolution que vous avez déjà vécue, ou vous vous projetez sur l'évolution à venir, en fonction... ouais, si tu veux commencer, Jade, peut-être. Question piège. C'est un peu dur comme question parce que moi j'ai que 24 ans, donc j'ai pas un recul énorme sur mes créations. Mais la question de l'urgence, elle est assez omniprésente, et même de manière plus pragmatique dans la manière d'organiser sa vie et d'essayer de vraiment prioriser toutes ces créations qui vont être militantes mais qui au global ne me permettent pas de vivre. Donc j'essaie vraiment je travaille énormément pour essayer d'avoir le maximum de temps possible à consacrer à ces créations. Donc moi c'est plus dans cet enjeu-là, on va dire, d'urgence et de temps alloué à la création, plutôt que... Enfin, par rapport aux réactions, là j'ai l'impression d'être tellement dans une urgence et que j'ai tellement d'idées déjà en stock à réaliser que j'ai pas encore le temps de les faire évoluer vraiment. Ça viendra. Hardis, comment tu vois les évolutions, toi? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'urgence et à la réaction, justement, parce qu'on vit un temps médiatique qui est extrêmement rapide et extrêmement réactif. Donc en tant qu'artiste, on est censé se positionner par rapport à l'actualité, et c'est très compliqué d'être aussi réactif et ponctuel que ce que propose l'actualité. Donc pour faire évoluer son travail, personnellement, moi j'ai un temps de dessin et de travail en atelier qui est assez long avant d'arriver dans la rue. Donc des fois j'arrive à réagir par rapport à l'actualité. Ça m'est arrivé de peindre ou de faire un travail qui va directement entrer en collision avec l'actualité, on va dire environnementale, par exemple pour les incendies géants en Australie. J'avais collé un koala dans Paris. J'avais eu un événement une colonie de manchots en Antarctique qui avait perdu tous ses nourrissons parce qu'un bout de banquise s'était détaché à cause du réchauffement climatique. Donc j'avais peint une famille de manchots lors d'un festival de street art. Donc des fois, on arrive un petit peu à être en réaction à l'actualité, mais c'est pas toujours évident. Donc il faut, pour faire évoluer son travail vis-à-vis de ça, c'est assez compliqué. Personnellement, il y a aussi le fait que moi, en tant que street artiste, il y a deux choses dans mon travail qui se passent. C'est que j'ai commencé à faire des projets officiels. Donc en fait, on est appelé par des institutions, par des mairies, par des associations, par des particuliers pour faire des projets. Donc à ce moment-là, on a tout le temps qu'on veut, on a un mur qui est alloué, on a toutes les autorisations nécessaires et on peut peindre ou coller tout ce qu'on veut. Enfin, dans la limite de ce qui est demandé, évidemment. Mais après, personnellement, la question du vandal, du libre, du fait de faire du street art pur et dur, c'est-à-dire ce qu'on appelle, pour certains, si on ne fait pas du vandal, c'est pas du street art. On va appeler ça du muralisme. On va être fresquiste ou muraliste, on va dire, voilà, vous avez un mur, tel budget, faites. Et après, le street artiste, c'est celui qui va se mettre en porte-à-faux, qui va aller dans la rue, qui va affronter l'espace urbain, trouver son lieu, vis-à-vis des autorités, se mettre en porte-à-faux, parce qu'on peut se faire arrêter, on peut se faire embêter par soit par la police, soit par des voisins pas contents. Et oui, ça m'est arrivé de me faire insulter par des gens qui descendaient de leur immeuble. Ils disaient: mais qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi, barrez-vous. Donc voilà, on discute, on enlève, on essaye de négocier. Et donc moi, mon travail parce qu'il faut, enfin voilà, en tant qu'artiste, il faut que je gagne ma vie, il faut que j'arrive à faire des choses officielles, mais il faut que je garde cette empreinte libre et on va dire sauvage dans la rue pour proposer toujours cette idée d'interpeller le public de manière surprenante. Arriver à continuer de travailler en tant que street artiste avec mes collages. Donc j'essaie de maintenir cette pratique. C'est de plus en plus difficile parce que j'ai plus beaucoup de temps, etc. Mais j'essaie toujours de garder ça à l'esprit, qu'il faut proposer de l'art gratuit dans la rue. Et donc de temps en temps, je me fais des sessions collage comme ça pour garder cet aspect de mon travail. Et toi, Chris, comment ton travail a évolué?
Alors, moi, je dois juste déjà rebondir sur ce qu'a dit Sarah par rapport à George Sand, c'est une des premières artistes, enfin, et l'école de Barbizon a alerté. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le mot écologie, en fait, il est apparu pour la première fois dans un roman en 1954. C'était un livre de Romain Gary qui s'appelle Les Racines du ciel, qui a eu le prix Goncourt. Et c'est la première fois que le mot écologie est écrit. Et il a le prix Goncourt, et pour le livre extraordinaire, mais à la fin, quand même, le jury lui dit, mais qu'est-ce que vous entendez par écologie, en fait, précisément? Ça veut dire quoi? Donc, à l'époque, c'est quand même l'intelligentsia parisien qui décerne ce prix, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire écologie. Enfin, ils s'en doutent. Mais... Donc, on mesure le chemin qui a été parcouru entre 54 et aujourd'hui, et même encore avant, avec George Sand, qui écrit un des premiers textes donc, sur la forêt de Barbizon qui est détruite. Donc, tout ça pour dire que le rôle des artistes est hyper important. Et que nous, entre autres, si on a une fonction, c'est de fabriquer, enfin, en ce qui me concerne moi, des images, mais peut-être pour un écrivain, un récit, ou en tout cas une pensée, mais qui est sous forme artistique, donc émotionnelle. Et donc, moi, c'est dans ce sens que mon travail évolue. C'est-à-dire que maintenant, je prends conscience à quel point, si j'ai un rôle, c'est celui-là, c'est-à-dire de réfléchir en images, parce que c'est plutôt mon domaine, au monde tel qu'il est, tel que je le vois et tel que, éventuellement, je l'imagine pour fabriquer une possibilité, quoi, comme créer une carte imaginaire d'un endroit à explorer, quoi. Donc ça, c'est de manière générale. Et après dans mon travail en particulier, je vais peut-être vers plus des purs. Mon travail en particulier, soit avec des nouvelles séries, soit dans cette série-là que je développe, sur une façon plus précise de travailler. Mais je dirais que ça concerne, disons, mon parcours artistique personnel. Mais sinon, dans l'approche, c'est vraiment ça. Essayer de, à ma manière, en tant qu'artiste, de participer à ce mouvement, quoi, vers pour le vivant. Et Sarah, on a parlé du coup de la fondation. Et toi, dans ton travail artistique, comment tu vois l'évolution? L'évolution, elle vient avec le temps dans le travail d'un artiste, avec notre pratique, etc. Après, moi, je suis pas. Il y a des artistes qui arrivent à réagir à l'actualité de façon très très rapide. Moi, je suis plutôt sur une époque en fait. Je pense que l'art est aussi le reflet de son époque. Chaque année, enfin chaque époque a ses débats, ses combats, ses artistes, ses polémiques. Du coup, voilà, moi je suis plus sur une notion d'époque que d'actualité quotidienne. Après, je pense qu'en tant qu'artiste, voilà, on a aussi cette possibilité de repartager, de participer à des actions militantes, de signer des pétitions, de partager des messages, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que moi j'essaie de faire aussi dans mon quotidien au maximum. Après, il y a une autre chose aussi qui est très à la mode en ce moment, c'est qu'on demande beaucoup aux artistes d'être complètement écolos dans leur pratique. Et du coup, ça, c'est encore un autre aspect. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on se pose la question de quand on crée une pièce, voilà, quel est son impact, où est-ce qu'on trouve nos matériaux, de quoi est fait notre peinture. Tout ça, c'est des questions que les artistes se posent aussi beaucoup plus, je pense, aujourd'hui. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Maintenant, il y a aussi une forme, moi je trouve parfois un peu d'injustice parce que c'est pas forcément le travail des artistes qui est responsable, je pense, en grande partie de ce qui se passe sur la planète. Donc c'est un peu, d'un côté, je trouve que c'est très bien parce que, enfin, de toute façon, je pense que les artistes, de manière générale, traitent la matière avec respect, c'est-à-dire que il y a quand même une espèce d'économie, on fait attention et je veux dire, des bouteilles de plastique peuvent devenir une sculpture extraordinaire. Donc les artistes ont un rapport à la matière, je pense, que ça soit du recyclé, que ça soit du bronze, que ça soit de l'huile, hein, il y a toujours cette idée de précieux et de respect envers les matériaux avec lesquels on travaille. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez commun à beaucoup d'artistes. Et par contre, je trouve que c'est intéressant, effectivement, aujourd'hui, de se poser des nouvelles questions sur comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux, d'où ils viennent, la proximité, etc. Maintenant, je pense que il y a aussi des choses qui sont un peu... Enfin, je trouverais ça dommage aujourd'hui que les artistes aussi, parfois, se limitent dans leur pratique parce qu'ils ont envie d'utiliser de la résine ou parce qu'ils ont envie d'utiliser certains matériaux. Je pense que tout ça est encore une fois une question d'équilibre et qu'il ne faut pas devenir trop radical ni dans un sens ni dans l'autre, quoi. On aura beaucoup tourné sur la notion d'équilibre du coup Oui. pendant cet échange. Mais c'est bien effectivement que tu parles aussi de la forme, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé
du fond du coup, et des messages que vous transmettez. On va du coup pouvoir passer une petite question de j'en perds mes mots, une session de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à poser aux différents artistes? Alors, je pense que le mieux, c'est que tu puisses allumer ton micro. Je vais couper le mien. Bonjour, je voulais vous demander, par rapport à la question d'angoisse qu'on peut ressentir justement par rapport à cette urgence climatique, et spécialement chez les jeunes, il y a beaucoup d'angoisse qu'on peut ressentir aussi par rapport aux médias et de toute l'information qui nous est donnée. Est-ce que vous pensez que justement à travers un militantisme artistique, est-ce qu'il y a une forme d'espoir qu'on peut retransmettre? Est-ce que pour vous, à travers, par exemple pour la danse, et que c'était quelque chose d'assez militant dans l'esprit, est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, on peut retransmettre de l'espoir pour les jeunes et pour tous ceux qui ça angoisse, cette question d'environnement, une notion d'espoir à travers le militantisme, justement, à travers l'art? Je sais que on peut transmettre de l'espoir, mais est-ce que militantisme et espoir sont complémentaires et peuvent aller ensemble? C'est une notion que j'ai découvert en rencontrant des militants écolos et qui parlent beaucoup de thérapie par l'action. Parce qu'en gros, par exemple, quand tu vas à une marche pour le climat, t'es pas sûr que ça a vraiment un impact énorme, mais en fait, ça te fait du bien à toi parce que ton corps se met en mouvement et en cohérence avec tes idées. Et il y a quelque chose de thérapeutique rien que dans le fait de créer ou participer à une association ou à une marche, ou en tout cas contribuer à quelque chose qui te semble aller dans le bon sens. Et je trouve que c'est un bon conseil pour les personnes qui ressentent de l'angoisse. La meilleure manière de le résoudre, c'est de faire quelque chose. Donc, voilà sur cet aspect. Et sur l'espoir, il y a un truc qui est assez connu en communication, c'est qu'il y a les grands groupes, par exemple comme Total, qui ont créé la fabrique du doute, ce qu'on appelle la fabrique du doute, c'est-à-dire il y a des chiffres avérés par les scientifiques. Et en fait, ils ont vraiment structuré le climato-scepticisme et le fait qu'il y a un doute. Et en fait, maintenant, on commence à parler de fabrique du désespoir, c'est-à-dire la fabrique de cette idée que en fait, c'est mort, quoi, c'est trop tard, et que du coup, dans cette dernière ligne droite, autant profiter un peu de la vie. Et ça, c'est vraiment une idée je trouve, qui est terrible de créer ce désespoir chez les gens, parce que c'est pas une question de réussite ou de pas réussite. Enfin, on va dans une direction dans nos vies, et entre maintenant et 6 degrés, il y a tout un panel de degrés. Ça, c'est sur le réchauffement climatique, mais même sur la biodiversité. C'est pas réussir ou pas réussir, c'est faire au mieux pour. Il y a toujours de l'espoir. Dans tous les cas, notre vie va se dérouler. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de lutter contre cette fabrique du désespoir. Et je pense que le mieux, c'est de se mettre en mouvement avec le langage qui nous correspond le mieux. Moi, je voudrais rebondir là-dessus aussi. C'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur la planète qui sont victimes de ce genre de sentiments d'impuissance, de tristesse, de désespoir et de pessimisme. Et je pense que Jade a complètement raison. En fait, finalement, il y a aussi ce truc où parfois on se sent complètement inutile, on ne sait pas comment faire, etc. Donc, je pense que participer à des actions, c'est super important. Et après, il y a aussi une question, c'est que la nature est aussi très rassurante dans le sens où si on regarde, parce que moi, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des moments où j'ai vraiment vu les choses très en noir. En fait, la nature est un énorme, pour moi en tout cas, réconfort, parce que quand on voit la résilience de la nature, la capacité d'adaptation, justement du monde végétal, du monde animal, en fait, on se dit que la vie va continuer, la vie continuera sur la planète. Est-ce que nous, les hommes, on arrivera à maintenir un équilibre sur cette terre qui fait qu'on pourra continuer, nous, à vivre? Ça, c'est une question. Mais après, ce qui est sûr, c'est que la forêt est là depuis des millions et des milliards d'années. Elle continuera d'exister. Il y a des plantes qui vivent dans le désert avec des températures complètement hallucinantes. Et il y a des graines qui ne poussent que quand il y a eu un feu de forêt. Et donc, en fait, voilà, la nature a une intelligence énorme, et c'est assez rassurant finalement de se dire que tout ne va pas s'arrêter, ça va pas devenir une espèce de
monde noir et carbonisé du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'espoir quand on sait observer la nature et tout ce qu'elle a su faire par le passé. C'est assez rassurant et encourageant de voir cette résilience de la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, un des moyens de faire aussi changer les choses, effectivement, c'est de s'engager d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas forcément d'aller dans des actions violentes, etc. Mais en tout cas, de faire des choses dans le quotidien qui font que voilà, on a l'impression de participer à un changement et qu'on n'est pas là en fait à être victime et à ne pas pouvoir agir, parce que je pense que le sentiment d'impuissance aujourd'hui, et notamment pour pour tout le monde, hein, mais aussi pour les jeunes, il est assez terrible en fait, ce sentiment de rien pouvoir faire. Et finalement, on se rend compte qu'on est plein dans ce cas-là et qu'il suffit d'aller connecter avec d'autres personnes et que finalement, en fait, on peut faire des grandes choses qui partent de quelques individus. Ça s'est déjà prouvé plein de fois. Donc, il y a beaucoup d'espoir, je pense. Prendre une autre question. Oui. Ça marche comment? Le micro marche pas si vous arrivez à appuyer dessus. Ouais. Merci. Vous m'entendez? Oui, bon matin. En fait, j'ai deux questions. La première, ça me rappelle un peu l'art sociologique dans les années 60. Donc, les artistes comme Hervé Fischer, par exemple, faisaient des impacts dans la rue, etc. Donc, je voulais savoir, vous, quels étaient les impacts concrets? Est-ce que vous avez vu quelque chose de concret tout de suite après une création artistique? Et quelle était-elle? Et puis ma deuxième question, c'est, vu qu'on parle d'écologie, respect de la planète et autres, quel est votre positionnement par rapport au greenwashing, c'est-à-dire des grands groupes qui s'accaparent des artistes et qui voilà, est-ce que vous travaillez avec eux ou pas? Voilà, merci. La question piège. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Est-ce que tu veux en dire un truc? Après, bon, la question des partenariats des artistes avec des sociétés, bon, forcément, moi j'étais appelé par différents groupes pour des partenariats, sur certains produits différents. Il y a des choses que je refuse. Évidemment, les grands groupes, j'évite parce qu'éthiquement, c'est pas possible. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne pourrais pas me dire, allez, McDo m'appelle, ouais, super, je vais faire une série de dessins pour eux et ça va être top. Ils vont mettre ça sur tout leur packaging, youpi, tralala, quoi. Mais après, par contre, oui, j'ai été appelé par par exemple, une marque de vêtements qui s'appelle Father & Son, mais derrière, j'ai regardé, prêt-à-porter, mais qui travaille, c'est une entreprise familiale, qui travaille plutôt localement, qui délocalise pas au Bangladesh ou je ne sais où leur production de vêtements, des choses comme ça. Donc on essaye un peu de regarder, parce que oui, il faut vivre, faut un petit peu, des fois, participer au marché pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre. Mais personnellement, éthiquement, j'aurais du mal à m'engager pour un grand groupe, ça c'est sûr. Le greenwashing, je trouve que c'est une catastrophe. On a des exemples partout et tout le temps. Le Qatar, là, actuellement, pour moi, c'est le plus gros exemple de ce qu'on pourrait appeler du greenwashing et du soft power, mais dans le pire des sens possible. Après, par rapport à la réaction d'œuvres qui auraient pu avoir un impact directement, je ne sais pas si j'ai des souvenirs précis de ça, mais ça m'arrive d'avoir des réactions, on va dire, plutôt a posteriori. Moi, ça m'est arrivé d'avoir beaucoup les enfants. Les enfants sont très interpellés par mes créations et ils viennent me voir en me disant ah, c'est super, j'adore, ça me donne envie de dessiner des animaux, de savoir quel est l'animal, finalement de s'intéresser aux vivants. Donc rien que ça c'est vrai que ça aide à avancer, à continuer à faire ce qu'on fait. Après, on parlait d'optimisme et d'essayer de voir un peu l'avenir. Je pense que j'ai été bien plus impacté et bien plus influencé par des œuvres créatives, par des films, par des tableaux, par des musiques, que n'importe quel rapport du GIEC ou news noire qu'on peut avoir sur l'écologie. Donc pour moi, le fait de créer et d'interpeller et de s'engager, c'est pour moi l'exemple ultime d'optimisme et de thérapie par rapport à la solastalgie, au pessimisme de l'avenir environnemental, etc. Donc, et pour l'optimisme, je suis obligé de l'être parce que je viens d'être papa et personnellement, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais faire les enfants. Et aujourd'hui, j'ai la réponse, ils sont là et j'ai plus le choix. Je suis obligé de voir l'avenir de manière positive pour eux, quoi. Et ça sera nous qui allons construire la génération suivante qui va
peut-être sauver la planète. Donc même si on y participe déjà, on essaie d'y participer déjà, je pense qu'il faut arriver à se construire vers un optimisme, sinon on lâche tout et on abandonne, et effectivement on va rouler en diesel tout en mangeant des burgers sur le périph' à 160, et puis c'est bon, quoi. On dit que c'est fini, quoi. Je ne sais pas si on suivra ce programme, mais Chris, est-ce que tu veux rebondir de ton côté? Non, mais comme venait de le dire Ardif, je pense qu'il n'y a pas forcément une œuvre. On dit, tu vois, c'est pas un livre ou un film qui change la vie, mais c'est peut-être un peu la théorie de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'à force d'abord de s'intéresser à un type de livre ou de film ou d'œuvre d'art ou peu importe, mais il y a un moment où ça finit par faire corps et ça fait basculer, quoi. Donc, par rapport à l'angoisse, aujourd'hui, le Titanic coule, il y a des gens qui buvaient des cocktails en attendant de mourir, d'autres qui se débattaient pour essayer de vivre et regagner la rive et puis continuer à vivre. Là, aujourd'hui, il y a plein d'options possibles, rouler à fond et manger des hamburgers ou pas. Et en tout cas, vous, effectivement, les jeunes, ça peut être à la fois angoissant, mais en même temps, finalement, la façon de combattre l'angoisse, c'est de se lever, de marcher, d'être debout, quoi, d'aller vers ce que vous croyez, ce que vous pensez, et puis éventuellement, il y a la chance que ça fonctionne, quoi, ou pas. Mais c'est un beau combat. On rappelle aussi que sur le Titanic, il y a eu du violon jusqu'au bout. Bah oui. Comme quoi, les artistes, même dans les pires catastrophes, ont toujours eu un rôle à jouer. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous m'entendez? Ok. Déjà, merci beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé les 4 interventions et merci beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Sarah vous avez soulevé à un moment donné concernant la place un peu des musées dans la société et ce qui avait été mis du coup en lumière par ces actions menées par des jeunes militants. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes, si vous savez la place et peut-être des mouvements de création de musées peut-être parallèles sur d'autres sujets, ou au lieu d'être des musées qui se focalisent sur des artistes ou des formes d'art ou des courants d'art dans l'histoire, etc. Est-ce qu'il y a des mises en place de musées écologiques en quelque sorte, et des musées ou centres culturels plutôt tournés vers l'éducation sur ces sujets-là? Et est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une tentative de résolution de ce problème-là, de la place des musées et de ce qu'ils abordent? Merci. Avec plaisir. Alors moi, c'est vrai que mon rêve, ça serait de créer le musée de la forêt. Donc par exemple, le musée de la forêt n'existe pas. Par contre, il y a pas mal. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle aussi musée, parce qu'il y a des musées, de la forêt qui existent, mais plus sur comment est-ce qu'on traitait le bois, comment est-ce qu'on utilisait le bois, enfin toute la filière bois. Donc il y a des musées comme ça qui s'intéressent à des sujets plutôt qu'à des artistes. Donc il y a effectivement des musées qui sont portés plus sur l'environnement et sur ces questions-là. Après, ce qu'il y a aussi beaucoup aujourd'hui, alors parce que là, je vois pas de grands musées majeurs Alors même si, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'à Pompidou, la Fabrique des récits a fait vous avez fait des choses au musée Pompidou. Non, c'est pas vous? Pas encore. Ah, pardon. Non, parce que par exemple, au musée Pompidou, je sais qu'ils essaient de faire des programmes justement liés à l'environnement, avec des conférences, etc. Donc, qu'ils essaient de... Oui, voilà, exactement. C'est à ça dont je pensais. Après, ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, c'est les résidences. Il y a énormément d'endroits dans le monde qui s'ouvrent et qui sont dédiés, à la nature, à la réflexion que peut avoir l'art sur la nature. Et il y a des gens qui font un travail extraordinaire, d'offrir à des artistes cette possibilité de réfléchir dans des environnements avec des thématiques. Donc ça se fait beaucoup, des résidences. Après, des lieux, musées 100% dédiés à l'écologie, à l'environnement, j'en connais pas. Maintenant, je sais qu'il y a quand même, comme des musées comme Pompidou, etc. Enfin, je veux dire, l'environnement, l'écologie est quand même une place aujourd'hui centrale du débat en général dans la vie. Donc, les musées sont aussi en train forcément de s'ouvrir à ces sujets, à ces thématiques. Il y a de plus en plus d'expositions, liées, à la forêt, à l'eau, et je pense aussi notamment à la Fondation Cartier, qui est très engagée sur ces sujets et qui fait souvent des très belles expositions sur la forêt, et qui a vraiment ce côté de défendre des réflexions autour des thématiques de la nature. Donc il y a aussi des institutions comme ça qui essaient quand même de se donner des axes assez intéressants quand on aime ces sujets.
Et je pense que justement, aujourd'hui, voilà, quand je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que finalement on en arrive à jeter de la sauce tomate dans les musées, je pense que ça questionne aussi, voilà, cette question quel est le rôle aujourd'hui des institutions? Comment est-ce que la culture peut s'engager pour l'écologie, l'environnement? Et je pense que les musées doivent jouer leur rôle aussi, et qu'il faut aller de plus en plus vers des contenus comme ça, avec des expositions qui soient à la fois et qui éduquent, qui sensibilisent, qui questionnent. Voilà. Après, il y a d'autres lieux. Je pense notamment au Maïf Social Club, où en ce moment il y a une exposition qui s'appelle Le Chant des Forêts, qui est d'ailleurs super pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de petits panneaux explicatifs sur les œuvres qui sont destinées justement aux enfants. Donc après, il y a d'autres endroits qui sont pas non plus, qui sont pas considérés comme des musées, mais qui sont, voilà, des endroits dédiés à la culture, et qui ont vocation à accueillir comme ça des expositions ou des artistes pour parler de ces sujets-là. Voilà. Je vais me permettre juste de rebondir, parce que nous, effectivement, dans le cadre de la Fabrique des Récits, qui est un des programmes que je pilote, puisqu'on parlait de fabrique de désespoir, nous on est plutôt justement sur la fabrique des récits artistiques qui portent ces messages. Au-delà des musées, il y a un vrai mouvement qui est en cours dans le secteur culturel et artistique. Il était temps, plus que temps. Le mouvement est d'abord opéré au niveau des pratiques, c'est-à-dire que effectivement les musées, les institutions commencent à prêter attention, mais aussi au niveau, nous on travaille beaucoup en ce moment avec la production audiovisuelle, donc on parle beaucoup de éco-tournage, d'éco-responsabilité des tournages, d'éco-production, etc. Le secteur culturel se pose des questions à minima, est en train de se mettre en mouvement pour avoir une diminution de son impact environnemental. Après, il y a encore évidemment énormément de choses à faire, que ce soit sur l'impact environnemental, mais aussi sur cette notion de récit. Donc il y a de plus en plus d'expositions qui portent ces sujets effectivement dans les musées. Il y a de plus en plus de livres, de films qui portent ces sujets, mais on a besoin que ça se multiplie. On a besoin aussi que ces sujets puissent être infusés dans l'ensemble des formats artistique. Donc il y a une prise de conscience, il y a un début de mouvement, mais il faut aujourd'hui l'accélérer pour justement renouveler ces imaginaires et aller toucher de plus en plus de personnes. Et peut-être une toute dernière question rapide pour finir, et puis on conclura ensuite. Est-ce que selon vous, un artiste peut transmettre un message optimiste ou positif par la dystopie ? Qui veut se lancer dans cette grande question philosophique pour terminer? J'ai pas vu qui c'est. D'accord. Bah, un artiste, il transmet un message, et après, celui qui le reçoit le prend pour de la dystopie ou de l'utopie, mais je pense qu'un message positif avec de la dystopie, c'est compliqué, quoi. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Il y a aussi un courant de collapsologie qui a tendance à imaginer le pire, mais le pire est parfois pour nous mettre en action. Donc c'est ça aussi qu'on peut questionner au niveau de la dystopie. Et il y a par exemple un collectif qui s'appelle Making Tomorrow, qui est un collectif d'auteurs de science-fiction qui travaille avec l'armée française en ce moment, qui a un groupe qui s'appelle donc la Red Team. Ils sont là pour imaginer les pires scénarios qui pourraient nous tomber dessus pour que l'armée soit prête à réagir. Donc au-delà du côté dystopique, je pense que c'est aussi comment est-ce que cette dystopie justement peut nous mettre en action. Mais effectivement, comme le disait Jade tout à l'heure, on a déjà beaucoup d'exemples dystopiques. Donc la solution, c'est comment l'utopie aussi, la question comment l'utopie peut nous mettre en action, puisque finalement, si vous réfléchissez à comment vous imaginez un monde désirable aujourd'hui, on manque énormément finalement de ces représentations qui peuvent nous donner en fait envie d'y aller. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais juste sur l'utopie, j'ai lu un livre qui s'appelle Ecotopia, qui a été écrit dans les années 70. Et c'était assez intéressant. Et enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu en train d'être redécouvert. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. C'est un super livre, effectivement, qui a 50 ans et qui décrit une société utopique. On a l'impression qu'il a été écrit aujourd'hui, donc effectivement, je valide. Et ben, on va conclure sur tout ça. Un grand merci à tous les quatre d'avoir accepté du coup cette invitation. Merci beaucoup à l'Université de la Terre qui nous accueille, à toute l'organisation. Merci aux équipes de Spark News qui m'ont aidé à préparer la table ronde. Alice, Sarah qui sont là-bas notamment. Et voilà, et puis bonne lecture avec le Technicart, et surtout allez suivre les artistes et allez voir ce qu'ils produisent, parce qu'on a besoin d'eux pour se renouveler des imaginaires. Merci beaucoup. Merci.